nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula en devenir. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. C'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir Chloé avec nous. Elle nous racontera l'histoire de naissance de son premier enfant. Bonjour Chloé, comment te sens-tu? Bonjour, ça va, c'est un peu bizarre de raconter tout ça comme ça, mais c'est bon. C'est normal. J'espère que ça ira au fil de l'eau. Oui. Et il y a aussi Marlène avec nous en soutien. Coucou Marlène. Bonjour les filles, enchantée Chloé, je suis ravie que tu aies accepté notre invitation et j'ai hâte d'écouter ton récit. Avec plaisir. Pour commencer donc, Chloé, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi? Oui, alors moi je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année et du coup dans ma famille, dans mon foyer, je vis avec mon mari. Ça fait 5 ans un peu plus de 5 ans qu'on est ensemble et ça va faire 5 mois bientôt qu'on est mariés. Et notre petit bébé Zoé qui a 5 semaines et demie, donc c'est vraiment tout récent. Toute petite et tout récent. Oui. Tout frais en fait. Vraiment. Là, pour le coup, là, mon histoire, elle est vraiment fraîche. C'était il y a vraiment pas très longtemps. Ça peut pas être plus frais. Exactement. Plus fraîche. Et du coup, pour la grossesse, tu peux commencer là où tu veux, si c'est avant, si c'est une décision de fonder une famille, le moment que tu as appris que tu étais enceinte, tu commences là où tu veux. Ça marche. Et ben en fait, du coup, avec Romain, dès le début qu'on a commencé à se parler, à se rencontrer, très vite, on a su que tous les deux, on voulait et se marier, avoir des enfants. On en a parlé très très vite et c'était quelque chose sur lequel on était d'accord. Moi, j'ai 5 frères et sœurs, donc c'est vrai que je me suis jamais vue ne pas avoir d'enfants. J'ai des neveux et nièces dont je me suis occupée aussi. Et du coup, j'ai toujours su que je voulais des enfants et je savais que j'aimerais avoir le premier pas plus tard qu'à 30 ans. Donc, c'était un peu le palier qu'on s'était mis, c'était vers 30 ans. J'ai arrêté la pilule en mai 2023. J'ai fait un burn-out ensuite, dû au travail. Et du coup, c'est vrai que le projet bébé, c'était quand même un peu la lumière dans tout ça, mais ça aidait pas forcément. Et puis, du coup, ça a mis 18 mois. Donc ça a été un petit peu compliqué, les tests de grossesse négatifs, tout ça, c'est jamais facile quand on attend. Et puis du coup, en fait, j'avais des cycles assez réguliers, assez douloureux aussi. Et du coup, ma sage-femme m'a dit qu'il faudrait que j'aille voir une gynécologue spécialisée dans la fertilité, parce que ça faisait plus d'1 an qu'on essayait, qu'il n'y avait aucun signe de grossesse, tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai dû faire une échographie pelvienne qui a montré que j'avais environ 18 follicules par ovaire. Un SOPK commence à 19, donc je suis vraiment à la limite, mais j'ai quelques symptômes de SOPK, d'autres pas, donc c'est vraiment à la limite. Mais du coup, ça faisait que j'avais quand même des cycles irréguliers qui me faisaient peu d'ovulation, donc c'était plus compliqué. Et du coup, Romain a dû aussi aller faire les tests nécessaires pour voir quel parcours on devait entreprendre. Et c'est évidemment 3 jours après qu'il ait fait son test, lui, que j'ai découvert que j'étais enceinte. Voilà. Et comment j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était vraiment un hasard parce que j'avais aucun symptôme. Et en fait, j'avais rendez-vous chez l'ostéo et mon ostéo, elle me demandait tout le temps s'il y avait un risque que je sois enceinte parce que sinon, elle ne me manipulait pas. Et du coup, je me suis levée, j'ai dit bon, faudra que je fasse un test de grossesse demain matin parce que elle va me demander. Je le fais et il est positif. Oh. Et tu t'es sentie comment à ce moment-là? J'y croyais pas. J'ai tremblé, pleuré. Il y avait des plombiers chez moi en plus pour l'histoire. Vraiment, c'était vraiment pas c'était un moment du coup, j'étais vraiment paniquée. J'avais, comme ça faisait longtemps qu'on essayait, j'avais plein de tests de grossesse chez moi, donc du coup, j'en ai refait un autre derrière, un digital, parce que j'y
croyais pas. Mm. Là, le digital me dit que oui. Et du coup, j'étais là, mais j'y crois encore pas assez. Du coup, je suis allée en racheter 2 ou 3. J'en ai fait au moins 6 dans la journée pour être sûre. Et parce que j'y croyais tellement pas, c'était tellement pas probable pour moi, puis avec pareil, tous les tests négatifs. Mm. Et du coup, voilà, j'y croyais pas. Mm. Et du coup, finalement, vous n'avez pas dû passer par un parcours PMA, c'était... Non, ça non, s'est non, mis on en était route. vraiment sur les moi, j'ai dû faire l'échographie pour voir ce qu'il en était. Lui, il a dû faire du coup un test aussi, je sais pas comment ça s'appelle, le spermographe ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà, on a dû faire les tests et en fait, ça s'est mis tout seul par la suite. D'accord. La grossesse s'est donc installée. Oui. Et ça s'est passé comment? Alors du coup, c'était une grossesse de rêve. Franchement, des grossesses comme ça, je peux en faire 10, il n'y a pas de souci. J'ai eu très très peu de symptômes, j'ai eu aucune nausée, aucune rien du tout, ça me faisait super peur. J'ai eu de grosses fatigues, et après quelques mal de dos à la fin de la rétention d'eau. Mais franchement, j'ai pas eu de remontée acide, j'ai pas eu de nausée, j'ai été épargnée à souhait. J'étais trop bien toute ma grossesse, j'ai pas eu d'aversion alimentaire, pas de mal plus que ça avec les odeurs, je sentais un peu plus, mais vraiment ça m'a pas gênée. Enfin, vraiment une grossesse de rêve. Donc si j'ai la même la prochaine fois, je signe. Je te le souhaite. Merci. C'est vraiment cool. Je Ouais, pense qu'on carrément. n'entend pas Franchement, forcément beaucoup. Bah, si, parfois, mais c'est cool. Et je suis contente ça pour arrive, toi. ça arrive. Merci. C'est pas toujours difficile, la grossesse, comme quoi. Non. Et comment est-ce que tu as choisi ton équipe de médicale? Alors ça, c'était un peu particulier aussi parce qu'en fait, moi, depuis toute petite, j'avais une peur du déni de grossesse. Alors c'est un peu particulier, mais en fait, malheureusement, j'ai grandi à l'époque où MTV était dans 16 ans et maman et compagnie, 16 ans enceinte, tout ça, et qu'il y avait beaucoup de reportages sur des dénis de grossesse, des mamans ados, tout ça, et ça me terrifiait d'être maman très jeune avec quelqu'un qui n'était pas la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie, tout ça, je trouvais très anxiogène, les reportages sur les dénis de grossesse, tout ça. Et du coup, ça me faisait très très peur. Donc je faisais, même sous pilule, je faisais régulièrement des tests de grossesse pour être sûre que j'étais pas enceinte. Du coup, j'avais eu un gynécologue qui s'était moqué de moi par rapport à ça. Et du coup, j'en avais parlé à mon médecin traitant qui m'avait conseillé d'aller vers une sage-femme. Et du coup, j'ai été suivie par une sage-femme. Donc, c'est elle qui a commencé le suivi. Mais elle ne faisait pas d'échographie. Donc, du coup, j'ai dû avoir une autre sage-femme pour les échographies. Donc, pour la T1 et la T2, j'ai vu une autre sage-femme. Et après, l'échographie de datation, c'est aussi une autre sage-femme qui l'a faite. Et après, non, mais c'était quelque chose. Et après, à partir du 7e mois, j'ai été suivie par une sage-femme à la maternité. OK. Et pour la préparation et l'après, j'ai été suivie par la sage-femme qui m'avait fait l'échographie pelvienne et du coup qui me suit maintenant. Du coup, j'ai vu 5 sages-femmes en fait. D'accord, OK. Mais c'était tout, elles ont toutes été super, mais elles étaient nombreuses. Ouais, OK. Mais tu t'es quand même sentie en confiance? Ouais, Bien complètement. En suivie? fait, ouais. Et en fait, toutes les sages-femmes que j'ai eues, c'était vraiment, c'était aussi ce qui m'avait plu quand j'étais passée de ce gynécologue à la sage-femme, c'est qu'en fait, elle me demandait mon consentement pour tout dès qu'elle fait un check et quoi que ce soit, c'est toujours est-ce que je peux y aller? Je vais y aller, j'enfonce le spéculum. Enfin, tout ça, c'est très, très dans le consentement, très, très dans la parole, dans l'échange, dans ce qui va se passer. Et du coup, c'était super important pour moi et elles ont toutes été comme ça et elles le sont toutes encore. Donc, c'est génial. Wow, c'est bien. Et le choix de la maternité, c'était facile pour toi? C'était évident ou Bon, en fait, je savais pas trop où aller, j'y connaissais pas grand-chose. Et en fait, on a regardé par rapport à où on habitait, quelles étaient les maternités les plus proches. Et en fait, il y en avait 2 à équidistance. Et du coup, après, on a choisi une des 2. OK. C'était pas grande décision là-dedans. Et au niveau de la préparation à l'accouchement, tu as choisi de procéder comment? Tu avais fait référence à la sage-femme, mais tu as fait quoi concrètement?
Du coup, ouais, j'étais avec la sage-femme, donc qui a fait, après, qui est venue à la maison et qui me suit maintenant encore là, avec qui je vais faire la rééducation, tout ça. Et du coup, c'est elle qui a fait les cours, donc c'était des cours soit juste avec Romain et moi, soit en petit groupe. Et du coup, on a fait un cours sur les douleurs, sur les urgences, tout ça. Donc c'était des petits cours de un peu moins d'une heure où elle expliquait les choses. Mais c'est vrai qu'avec le recul, elle proposait l'hypnonaissance et j'aurais bien voulu tester. J'y ai pensé, mais c'était un peu trop tard. J'étais un peu trop proche de mon terme. Et du coup, j'aurais bien aimé tester. Est-ce que tu as fait un projet de naissance? Ouais, j'avais fait un projet de naissance assez complet. J'avais fait tout un truc et ça n'a eu rien à voir. Mon accouchement ne s'est pas du tout passé comme ça, pas du tout. Donc c'est bien d'avoir un projet de naissance, mais c'est vrai qu'il faut pas. Après, je savais qu'il y avait des risques, donc j'étais pas fixée et j'étais pas trop triste de pas l'avoir suivi, mais je savais que c'était un risque. Mais c'est vrai qu'il faut pas être sûr que ça va se passer comme ça parce que sinon on s'effondre si ça se passe pas comme ça, quoi. Sinon, on se trouve déçu, quoi. Carrément. Tu es arrivée donc à la fin de la grossesse et le travail s'est lancé comment? Ou est-ce que tu as d'autres choses que tu veux dire par rapport à la grossesse avant de se lancer Non, dans la je prochaine crois pas. étape? Non, je crois pas. Je peux me lancer dans la naissance. Du coup, moi, j'avais pas eu de contractions douloureuses du tout de ma grossesse à aucun moment. J'avais juste eu des Braxton Hicks, donc j'étais pas très sûre de à quoi allaient ressembler mes contractions. Par rapport à ce que m'avait dit la sage-femme en cours et tout ça, elle m'avait dit ça allait prendre tout mon dos, tout mon ventre, tout ça. Donc quand j'avais des petites douleurs, j'étais pas sûre que c'était ça. Je disais bon, c'est juste ça tire un peu, mais ça doit pas être ça. Et puis en fait le 19 septembre, dans la nuit du 19 au 20, vers 23h30 minuit, j'ai commencé à avoir des douleurs que j'avais pas vraiment eu le reste de ma grossesse. Du coup, je me suis dit bon, c'est un peu bizarre, mais elles étaient très concentrées dans le bas de mon ventre. Et du coup, j'étais pas sûre, mais au bout d'un moment, comme ça durait, j'ai commencé à les timer, tout ça. Et j'ai vu qu'elles étaient quand même assez régulières. C'était entre 6 et 10 minutes, des fois un peu plus. Et ça durait 30-40 secondes. Et à 3 heures du matin, à peu près, je réveille mon mari et je lui dis bon, je crois que j'ai des contractions là. Je lui dis je pense que ça va être pour aujourd'hui, quoi, enfin, ou pour ce week-end. Et du coup, on appelle la maternité, je leur explique, ils me disent bah oui, c'est des contractions que vous avez, mais elles sont pas encore très intenses parce que sinon vous pourriez plus parler ni marcher. Effectivement, elles me faisaient mal, mais c'était encore des douleurs un peu comme j'avais pendant mes règles, ça allait. Et du coup, je vais me doucher, tout ça, j'essaye de passer un peu, voir si ça me fait du bien, machin. Et elles me disent de prendre du Spasfon. Et puis du coup, j'attends un peu, mais vers 5 heures, je trouvais que je sentais un peu moins Zoé bouger entre mes contractions. Mais j'avais un placenta antérieur, donc des fois je la sentais un peu moins, tout dépend où elle tapait. Mais du coup, je me dis, bon, c'est quand même un peu bizarre, je préfère qu'on aille voir au monito si tout va bien. Donc on va à la maternité, ils me placent sous monitoring, ils me font un check, ils me disent que mon col est très très peu ouvert, qu'effectivement j'ai des contractions très régulières, mais elles sont pas très intenses et pas très efficaces sur le col pour le moment, que je peux rester si je suis inquiète, mais que je serai mieux chez moi si jamais, pour en attendant. Donc du coup, on rentre, il me donne un Doliprane avant de partir, on rentre, j'arrive à dormir un petit peu, mais je suis quand même entrecoupée de contractions, donc pas un sommeil très très profond. Et du coup, vers 11h30, je me réveille, ah oui, et j'avais perdu le bouchon muqueux, pardon, le vendredi matin. Donc j'avais des pertes toute la journée le vendredi aussi. Donc là, je sens que j'ai des pertes, mais je pensais que c'était toujours le bouchon muqueux, donc je reste un peu au lit. Vers 13h à peu près, je me lève pour aller aux toilettes, et là, je sens que j'ai de grosses pertes, enfin, que je suis très mouillée. Je vais aux toilettes, je vois que la couleur est différente, et du coup, là, je rappelle la maternité, et ils me disent, bah là, vous venez parce qu'il y a des grands risques, c'était la poche des os. Du coup, on mange un bout quand même, je reprends une douche, on part à la maternité, j'arrive, ils regardent et ils me disent bah oui, là je sens ses cheveux, il y a plus de bombe de poche de liquide, vous avez rompu la poche des os. Donc du coup, à partir de ce moment-là, chose que je ne savais pas et que
que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est que si on perd la poche des os jusqu'à la naissance, on perd du liquide. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû changer de serviette tout le temps. J'ai perdu, j'étais tout le temps mouillée, quoi, jusqu'à la naissance. Et dans ta tête, c'était genre dans une fois. Et ouais, après, c'est ça. c'est bon, Voilà. on a perdu, il n'y a plus d'eau. C'est ça, moi je pensais que tout le liquide partait et que c'était fini. Pas du tout. Du coup, voilà, donc ils me disent effectivement, mais Zoé allait très bien, son cœur était toujours dans les 140, tout ça. Mes contractions étaient toujours régulières, mon col n'était pas beaucoup plus ouvert, mais moi, mes contractions étaient de plus en plus intenses. Du coup, j'en avais depuis minuit, il était 16h à ce moment. Moi, elles étaient vraiment de plus en plus fortes, j'avais vraiment de plus en plus mal, mais elles n'étaient pas efficaces. Donc, ils me disent, là, de toute façon, on vous admet, vous avez rompu la poche des os, pas le choix. Et dans moins de 12 heures, maintenant, on vous met une perfusion d'antibiotiques. Fort bien. Chose que je ne savais pas non plus. Du coup, j'en ai eu 3 de perfusions d'antibiotiques parce que mon accouchement a été très long. Et du coup, on est monté en chambre. Enfin, on me met la voie pour les perfusions. On me monte en chambre. Et là, ça annonce une nuit désastreuse. Horrible. Oh non. Horrible. Ah ouais, alors là vraiment c'était, j'en rigole maintenant, mais je rigolais pas du tout sur le moment. Là, en fait, mes contractions sont de pire en pire, toute la nuit. Il n'y a rien qui y fait. J'essaye toutes les positions que la sage-femme m'a conseillées. Romain essaye de m'aider, il me fait des points dans le dos, ça marche un peu, mais voilà. J'essaye de respirer, mais il y a des moments où j'hyperventile parce que j'ai trop mal. J'essaye de pas me crisper parce que je sais que ça contracte le périnée, mais des fois, c'est pas facile. J'essaye d'aller marcher, tout, mais rien n'y fait. Je demande s'ils peuvent me donner quelque chose, et là, ils me mettent une perfusion avec 2 produits dedans. Je ne saurais pas vous dire ce que c'était, juste la sage-femme de garde me dit « ça risque de vous endormir ». Effectivement, ça m'endort, mais c'est-à-dire que même debout, je m'endormais. J'avais les yeux, je ne pouvais plus les garder ouverts. Sauf que j'avais des contractions toutes les 3-4 minutes. Donc du coup, je m'endormais et je me réveillais toutes les 3-4 minutes par des contractions horribles. Et du coup, j'arrivais pas à dormir. Romain, pareil, était explosé de fatigue, donc du coup, il s'endormait et je le réveillais toutes les 3-4 minutes pour lui dire j'ai mal. Donc, je dors pas de la nuit, bien sûr. Et en plus, ma chance est qu'il y a 3 déclenchements qui se passent. Donc, la sage-femme de garde de l'étage des chambres est appelée en salle de naissance pour aller faire un accouchement. Du coup, elle check beaucoup moins vers moi. Elle devait revenir à certaines heures, elle ne revient pas. Nous, on appelle, vous en êtes où, tout ça, parce que du coup, moi, psychologiquement, j'arrivais à me mettre des paliers. Elle arrive à telle heure, j'arrive à tenir jusqu'à cette heure-ci. Je me dis, il me reste une demi-heure, il me reste machin. Sauf qu'elle n'arrivait pas. Et du coup, moi, ça me repoussait. Enfin, du coup, c'était très dur. Et du coup, j'ai mes contractions qui sont de plus en plus intenses. Alors, par contre, elles ne m'ont jamais pris le dos. Elles m'ont toujours pris que le bas du ventre. Voilà. Okay. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus mal. Et il me donne de la lamaline. Ça me fait rien du tout. C'est censé faire quoi? C'est de l'opium et tout. C'est un antidouleur, mais ça me fait rien. Et du coup, du moins, alors après, plus tard, j'ai pris une douche et à ce moment-là, ça a été mieux. Donc, je ne sais pas si c'est la combinaison des deux ou pas, mais en tout cas, dans les quelques heures après la lamaline, j'ai toujours aussi mal. Et du coup, quand ça continue de passer, ils me disent allez reprendre une douche, tout ça. Du coup, je vais sous l'eau et là, je reste 1h30 sous l'eau chaude. Seul truc qui me soulage. Et je chantonne parce que ça me permet de me forcer à respirer correctement. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Et du coup, il y a ça qui se passe. Et là, le petit-déj arrive. Et j'ai une accalmie de contraction à ce moment-là. Donc, je sais que dans le travail, des fois, ça peut arriver. Donc, du coup, là, j'ai une accalmie. J'arrive à déjeuner. Quand elle me check, je suis à peu près à 2. Donc, j'ai des contractions. Ça fait plus de 24 heures. Je suis à 32 heures de contraction pratiquement, mais je suis qu'à 2. Donc, c'est un peu démoralisant, j'avoue. Mais bon, pas le choix. Et ils me disent, on ne peut pas vous descendre en salle de naissance tout de suite parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas à 3, donc on ne vous mettra pas la péridurale. Et elles ont été utilisées, donc là, il faut qu'on les nettoie, c'est pas safe pour vous, pas pour le bébé, pour personne, donc il faut attendre. J'attends encore. Du coup, arrive... Tu aurais aimé déjà avoir la péridurale? Alors,
Oui, parce que j'avais très mal, mais à la base, dans mon projet de naissance, j'avais mis une péridurale tardive ou déambulatoire, parce que je voulais tenir le plus longtemps possible, je voulais pouvoir être mobile. Mais là, en fait, j'étais à plus de 30 heures de contraction, j'étais crevée, en fait. Mais le truc bizarre quand même, c'est que malgré le fait que j'étais à 30 heures déjà de travail, je m'en suis voulu de vouloir la péridurale à ce moment-là, parce que j'avais pas du tout l'impression d'avoir attendu longtemps, je disais à mon mari, mais je suis nulle, il y en a qui font 100, ça fait pas longtemps que j'attends, je la voulais tardive et je la demande déjà, alors qu'en fait, ça faisait 30 heures, mais pour moi, ça faisait pas du tout longtemps, en fait. Comme mon col s'ouvrait pas, j'avais pas l'impression d'avoir eu beaucoup de travail, en fait. Donc voilà. Du coup, c'était un peu, je culpabilisais et en même temps, j'en pouvais plus. Du coup, ils finissent par arriver vers 10-11 heures du matin, 10 heures du matin, et me dire c'est bon, on va pouvoir vous descendre. Ils me check, je suis à 3, on va pouvoir vous mettre la péri. Je dis bon, super, au bout de 35 heures, je vais avoir la péridurale. Donc, ils mettent la péridurale. Et là, il me demande, l'anesthésiste me demande comment il me la dose. Et là, je lui dis, là, je veux juste dormir. Donc, mettez-la moi, je veux dormir, quoi. J'en peux plus, je pourrais pas pousser, je pourrais pas. Là, il faut que je dorme, quoi. Donc, il me la met normalement. Je dis, c'est pas grave, je la voulais pas comme ça, mais tant pis, là, j'ai besoin de dormir. Donc, ils me la mettent. J'arrive à dormir quelques heures. Enfin, pas coupée de contraction. Et par contre, il faisait froid dans cette chambre. C'est froid dans cette salle de licence. Mais j'arrive à dormir quand même, Romain aussi. Et je me réveille. Et problème, vers 17-18 heures, ma péridurale ne fait plus effet. Je commence à réavoir mal. J'ai beau injecter du produit, il n'y a rien qui passe. En tout, pendant mon accouchement, j'ai passé 3 à 4 seringues de péridurale. Mais il y a plus rien qui se passe, j'ai de plus en plus mal, d'abord d'un côté, puis de l'autre, donc ils me disent de me mettre d'un côté, de me mettre de l'autre pour que le produit bouge. Ça a fait effet un petit peu, mais ça dure pas. Et du coup, je continue d'en remettre. Et là, en fait, je commence à avoir de plus en plus mal. Elles redeviennent aussi intenses qu'avant. Et sachant que pendant cette période-là, quand on m'a checké, mon col s'ouvrait pas beaucoup. Du coup, ils m'ont fait une piqûre d'ocytocine. Parce que du coup, mes contractions s'étaient un peu calmées avec la péridurale et mon col s'ouvrait pas assez vite à leur goût. Du coup, ils m'avaient checké à 5, à 7, et là, ça bougeait plus. Enfin, ça bougeait pas très vite, pardon. À 7 cm ou 7 heures? À 7 cm. Okay. Ils m'ont checké à 5 cm, à 7 cm, et du coup, voilà. Je crois qu'ils me l'ont mis entre 3 et 5, la piqûre d'ocytocine, je crois. D'accord. Et du coup, là, on avance. Moi, j'ai de plus en plus mal. Ça me redevient aussi intense qu'avant. Et là, en fait, tout le long de ma péridurale, ma jambe droite est un âne mort. Je peux pas la soulever. À chaque fois qu'ils me check et qu'ils me sondent pour que je puisse vider ma vessie ou quoi, ils sont obligés de me soulever la jambe, Romain et la sage-femme, pour me la caler, me la tenir, parce que comme si elle était paralysée, elle tombe. J'ai aucun contrôle sur ma jambe, donc très frustrant. Du coup, je peux me mettre dans aucune autre position que la sage-femme avait dit que quand même sous péridurale on pouvait se mettre, que ce soit sur le côté ou que ce soit, parce que comme je sens pas ma jambe et comme elle est très lourde, je peux rien faire. Du coup, je suis obligée de rester en position gynécologique, qui, je sais, n'est pas du tout la bonne. Et du coup, je suis frustrée de ça. Je sais que je vais galérer parce que je suis pas dans la bonne position, que c'est pas la position que je voulais. Je voulais pouvoir jouer de la gravité, mais qu'avec la fatigue et la douleur, j'ai pas pu. Du coup, à ce moment-là, je sais tout ça, donc je suis un peu frustrée, mais bon, je veux juste pouvoir accoucher, que mon bébé arrive, et puis voilà, ça fait déjà longtemps. Et du coup, là, j'ai mal, mes contractions donc, passent dans ma hanche droite. J'ai l'impression que l'os de ma hanche est en feu, en fait. Je l'ai que d'un côté et j'ai l'impression que ma hanche est en feu. C'est une horreur. Et j'ai beau injecter du produit, il n'y a rien qui fait. Juste, je sens toujours pas ma jambe. Et vers 20h, ils me disent, ça y est, vous êtes à 10. On va pouvoir y aller. Moi, je suis là, enfin. Et du coup, ils se préparent, tout ça. Et en fait, comme ma péridurale ne fonctionne plus, en fait, elle fonctionne plus bizarrement. Je sens plus ma jambe, je sens mes contractions. Je sens quand on me touche, mais en même temps, je sens pas vraiment les doigts, je sens juste qu'il y a une pression. Et je sens pas où je pousse, par contre.
OK. Donc, en fait, tout ce qui pourrait m'être utile, je le sens plus et tout ce qui m'est pas «utile» entre guillemets, je le sens. Donc du coup, ça fait que je suis vraiment, j'ai de plus en plus mal et du coup, je sens que Zoé pousse et là, je leur dis: «Non, mais là, elle est en train de pousser, il faut y aller, quoi» Oui. et du coup, la sage-femme dit: «Ah oui, bon, bah, j'arrive». Donc vers 22h, je commence à pousser et au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, ou un petit peu moins sûrement, mais le temps est un peu bizarre à ce moment-là. Je sens qu'elle met ses mains, tout ça, et je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle me dit «Ah, je crois qu'elle est en position postérieure». Mmh. Et là, je dis «Oh non, qu'est-ce que encore quoi?» Voilà. Et là, donc ils appellent une autre sage-femme qui vient faire une échographie pendant que je suis en train de pousser Ah et wow. qui confirme, enfin, du coup, pendant le travail, quoi, enfin vraiment Mmh. entre deux contractions, et qui confirme que Zoé est en position postérieure. Donc Mmh. ils essayent de la retourner, mais ça me fait trop mal. Ils n'arrivent pas à la retourner et du coup, tout ce que je pousse, en fait, elle re-rentre parce que du coup, bah, il y a trop de sa tête qui est qui est tournée vers le haut, quoi. Oui. Donc du coup, moi, je suis très frustrée parce que j'ai beau pousser, bah, du coup, j'ai l'impression que ça sert à rien parce qu'à chaque fois, elle re-rentre, puisqu'il y a pas sa tête qui passe. Mmh. Je sens pas où je pousse, du coup, j'ai pas l'impression que je pousse de manière efficace. Heu, pour le coup, j'essaye quand même de pousser 3 fois par, contraction, histoire de mettre les meilleures chances de mon côté, de me mettre à fond. Elles me disent, «Vous avez beaucoup d'endurance, c'est super, allez-y», tout ça, et moi je suis là: «Mais l'endurance là, je m'en fiche, je veux juste que ça marche, quoi». Et Ouais. du coup ça marche pas. Hem, il y a moi, du coup, je commence à être de plus en plus frustrée. La douleur me donne des nausées. Mmh. Je suis très pliée avec mon ventre, ça me fait très mal d'être dans cette position avec les jambes aussi relevées, tout ça, c'est vraiment désagréable. Mmh. Je tiens les poignets, je tiens mes cuisses comme je peux. J'ai eu des courbatures dans les bras, après, pendant 3-4 jours. J'arrive pas j'arrive à rien faire et du coup, là, elles me disent, bah, j'essaie de la tourner, mais elle se remet à chaque fois, elle fait un quart de tour et elle se remet la tête en haut. Et du coup, au bout de, je sais pas, à peu près 40 minutes, ils vont voir le médecin et le médecin dit, oh non, c'était presque 1 heure, je crois. Le médecin dit, «Ah bah, le bébé va bien, elle peut pousser encore 20 minutes». Et moi, je dis: «Ah non, non, je peux plus, en fait. Je Mmh. suis crevée, mes poussées ne servent à rien, Mmh. et Zoé n'arrive pas, quoi». Et du coup, je dis: «Mais moi, faut qu'il vienne, là, en fait, j'ai trop mal, il faut qu'il vienne, j'en peux plus». Et du coup, ils disent: «Oui, oui, il arrive». Je dis: «Non, mais il arrive quand? Parce que moi, j'ai besoin qu'il arrive maintenant, quoi». Donc le médecin finit par arriver. Malheureusement un peu bourrin, pas très agréable, ce médecin. On sent qu'il est là juste pour venir sortir le bébé et que c'est tout, le reste, il s'en fout un peu. Mmh. Donc il me dit, «Ça va?» Je fais: «Ben non, ça va pas». «Et c'est bon, vous avez une contraction?» «Oui, ça arrive, elle arrive». Enfin vraiment pas très agréable, ce médecin. Mmh. Mais voilà. Et je sens ses mains aussi, du coup, puisque ma péridurale fait plus effet. Donc là, je sens qu'il essaye de tourner Zoé pour qu'elle soit la tête en bas, mais ça ne marche pas. Du coup, j'ai très, très mal. Mmh. Et là, il dit: «Bon, bah, ventouse». Mmh. Du coup, je suis là: «Bon, super», moi qui ne voulais pas du tout, qui ne voulais aucun outil dans mon projet, allons-y. Mmh. Donc il met la première ventouse et là, je le vois faire comme ça avec la tête de mon bébé et là, je suis là: Oh. «Qu'est-ce qu'il fait?» Mmh. Donc j'ai peur et là, il tire, il tire, il tire. Déjà, quand il met la ventouse, très douloureux puisque je sens tout, très Mmh. douloureux, et là, il tire et poc, la première ventouse lâche. Mmh. Il en remet une deuxième, elle lâche aussi. Mmh. Et là, il dit, sauf qu'il parle pas à moi, il parle aux auxiliaires et aux Mmh. sages-femmes. Il parle ni à moi ni à mon mari, que ce sera la troisième ventouse et après on passe au reste. Et moi, dans ma vision périphérique, je vois la valise des forceps arriver et je dis, dans ma tête, je dis: «C'est mort, elle ne naîtra pas au forceps. Je refuse qu'elle naisse avec des forceps». Donc là, il met la troisième ventouse. Il commence à tirer et je vois qu'il repompe parce que ça commence à lâcher. Et là, je fais: «Non, non, mais c'est pas possible». Donc là, je pousse, je respire même plus, j'arrête plus ma poussée, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse Mmh. pour que ça passe. Tout ce que je sais, c'est que je hurle: «J'ai trop mal, j'ai trop mal», que la puère me dit: «C'est que c'est sa tête, c'est que c'est sa tête, elle arrive, regardez, elle a des cheveux». Voilà ce qu'elle me dit. Je pousse, je pousse, je pousse et là, ils me disent: «Reprenez votre respiration» et je suis là: «Non, non, je pousse, faut que ça sorte là, faut qu'elle y aille». Donc lui, il tire, moi je pousse et là, je vois sa tête sortir. J'ai un blackout, je sais pas ce qui se passe. Je vois sa tête sortir, je sais que j'ai crié, je vois mon mari qui pleure, moi je pleure
et je la vois arriver sur moi. Je sais pas trop ce qui se passe entre ces quelques secondes, mais en tout cas, je vois sa tête sortir, je me dis c'est bon, et elle est sur moi. Oh. Et donc, elle sera née au bout de 48 heures entre ma première contraction et sa naissance. 48 heures se seront passées. Wow, quelle bataille. Ouais, ouais. Oh là là, c'est fort. Ouais, non, franchement, ouais, c'était un moment incroyable, très dur, très frustrant, Oui. très beau en même temps, un moment aussi avec mon mari très très fort aussi, parce que lui, il pleurait d'être impuissant, de me voir avoir mal, après il pleurait de bonheur, c'était un peu, c'était tout ça en même temps, quoi. Et ses premiers instants de vie de Zoé? Ah, elle faisait que pleurer, elle voulait téter, mais elle était pas contente. Mais elle était pas contente d'être sortie de son cocon. On a un peu peur au début parce que du coup, elle était bleu-violette. On était là: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Mais elle est devenue rose très vite, hein. C'était juste le temps qu'elle prenne ses respirations, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. On voulait aussi garder le cordon le plus longtemps possible, mais du coup, le médecin il nous a dit qu'il avait tout tiré, enfin tout envoyé le sang dans elle, donc on pouvait le couper tout de suite. Le cordon était blanc, effectivement. Il a fait comme ça, et c'était parti. Ok. Je sais pas, moi j'ai vu le cordon blanc, j'étais là, bon, ok, il n'y a plus de sang dedans. Et du coup, Romain a pu le couper. Zoé était contre moi, du coup, on a eu 2 heures peau à peau. Donc c'était particulier. Moi, j'allaite pas. Elle prend le biberon, mais je voulais faire la tétée d'accueil, donc on a quand même fait cette tétée. Je sais pas ce qu'elle a pris, hein, parce que difficile de savoir, mais bon, écoutez, j'espère qu'elle a eu un petit peu de colostrum quand même. Et du coup, elle a fait cette tétée quand même, ce qui a confirmé que l'allaitement n'était pas fait pour moi. Et du coup, on a passé ces 2 heures-là. J'étais très contente d'avoir ces 2 heures, et en même temps, j'étais très fatiguée et il faisait très froid dans cette chambre. Bon, ils avaient mis un drap chaud sur Zoé, mais du coup, j'avais hâte qu'on remonte en chambre pour pouvoir être un peu mieux. Et du coup, après, le médecin est revenu pour le placenta. J'ai pas poussé, il l'a tiré. Il m'a appuyé sur le ventre et il l'a tiré, donc j'ai pas poussé. D'accord. Et j'ai eu une déchirure, donc pas d'épisiotomie, mais j'ai eu une déchirure. De toute façon, comme elle était en position postérieure, c'était assez logique, surtout sous péridurale. Du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai eu une déchirure, donc il m'a recousu. Malgré la péridurale qui fonctionnait plus trop, je sentais pas, comme elle fonctionnait sur certaines choses, je sentais pas, donc il a pu me recoudre sans avoir à me réanesthésier. Et qu'après, l'autre sage-femme est venue me rappuyer sur le ventre, vérifier que tout était sorti, tout ça, pour que j'ai pas de problème. Ils ont nettoyé Zoé, ils m'ont nettoyé un petit peu parce que Zoé m'a fait un cadeau de bienvenue et j'avais son méconium partout. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai eu tout ça. C'est vrai que quand le médecin me recousait, je voyais que je sentais les pressions et je voyais qu'il bourrinait de la compresse comme ça. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il est en train de Oui. Ah ouais, non, mais j'étais là avec tout ça. Du coup, voilà, mais du coup, après, on a pu monter un peu plus tard en chambre et je sentais toujours pas ma jambe. Ah, c'est vrai? Du coup, tu étais en fauteuil? Ouais, j'étais en fauteuil, j'avais interdiction d'aller me doucher, du coup, interdiction d'aller aux toilettes sans la sage-femme. Et j'ai ressenti ma jambe que, du coup, on est remonté en chambre, il était vers 3 heures du matin, et je l'ai ressenti que vers 8 heures du matin à peu près. Et encore, elle était assez lourde. Et en fait, ma sage-femme qui m'a suivie après m'a dit que visiblement, ma péridurale a arrêté de fonctionner et je sentais si peu ma jambe, pardon, parce que la péridurale a passé le canal de la péridurale, ouais, et du coup, elle était que dans ma jambe, en fait, la péridurale, après. Wow. Et du coup, tu as parlé de monter en chambre et après le séjour à la maternité. Est-ce que ça s'est passé comment? Ça s'est plutôt bien passé. On a eu une bonne équipe. Par contre, on a vu beaucoup de monde. Ça tournait beaucoup entre les équipes de jour, les équipes de nuit, puis même d'une journée à l'autre, on n'avait pas forcément les mêmes personnes. Mais du coup, on a eu une bonne équipe. Franchement, les sages-femmes et les auxiliaires de puériculture étaient très très sympas. Le seul truc qu'on a regretté, c'est qu'elles ne disaient pas toutes les mêmes choses. Elles ne sont pas tout à fait d'accord sur tout. Et du coup, on a eu un peu plusieurs sons de cloche.
Et quand on devient parent pour la première fois, on n'a pas besoin de plusieurs sons de cloche, on a besoin de quelque chose d'assez oui. précis. Donc c'était un peu particulier parce que du coup, Zoé, au début, mangeait très peu. En fait, les 3 ventouses l'ont extrêmement fatiguée. Du coup, pendant presque 10 jours, elle a presque que dormi, elle mangeait très très peu. Et du coup, on avait une sage-femme qui nous disait « Ah, c'est très bien si elle prend 5 ». Et puis les autres qui nous disaient « Ah, mais non, mais là, il faut qu'elle prenne au moins 10 ». « Ah, mais là, maintenant, il faut qu'elle prenne 20, vous n'allez pas dormir ». Et nous, on était là « Ok ». Donc, ils nous disaient faut la stimuler, faut lui changer la couche pendant son biberon, faut faire ci, faut faire ça. Et du coup, on avait limite l'impression de la gaver. Du coup, elle recrachait, surtout qu'elle avait eu pas mal de liquide. Du coup, elle avait des régurgitations de glaire. Donc, du coup, ça aidait pas. Enfin, du coup, on était là, bon, qu'est-ce qu'on fait donc, c'était un peu frustrant, ça. Et du coup, après, on était bien contents de rentrer, d'avoir notre sage-femme à la maison qui nous disait une seule chose, quoi. Oui. Et du coup, depuis, c'est 5 semaines et demie. Depuis, ça va mieux. Écoute, elle a pris pratiquement, maintenant, elle doit être à 1 kilo depuis sa naissance. Elle a grandi, elle mange bien, tout va bien. Elle est super éveillée, elle est très curieuse. Tous les médecins et sages-femmes, ostéos qui l'ont vue ont eu la chance de l'avoir les yeux ouverts parce qu'à chaque fois, elle est très, très réveillée. Donc non, ça se passe bien. Il y a toujours des trucs qui font un peu peur. On n'a pas beaucoup d'infos, je trouve, qui nous sont données, par exemple, sur le cordon. On nous dit désinfectez-le bien, mais on nous dit pas qu'il va saigner, qu'il va avoir une odeur, que tout ça. Donc tout est très stressant quand c'est le premier et qu'on sait pas comment ça doit se passer, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Oui. Ouais, t'aimerais avoir un peu plus de précision, entre guillemets. Ouais, complet. En fait, c'est ce qu'on disait avec ma sœur ou avec mon mari, on en parlait, c'est que d'un côté, on comprend qu'on peut pas rester non plus indéfiniment à la maternité, mais d'un côté, au bout de 3 jours, on nous lance chez nous avec un humain dont il faut s'occuper. Donc, un peu sans clé, quoi, et en nous disant mais vous faites-vous confiance, vous avez l'instinct. Oui, alors c'est un peu vague l'instinct quand même. Et en même temps, il y en a qui disent 5, c'est pas bien, 10, c'est pas bien. Et vous avez l'impression de gaver votre enfant. Et du coup, vous voulez suivre votre instinct, qui est de ne pas la gaver. C'est ça. Et après, on vous dit, bah non, faut pas suivre votre instinct, c'est pas bon. C'est ça. Et après, on nous dit, elle a pas assez grossi, vous allez rester un jour de plus. Et on est là, ah. Donc, ouais, non, c'est vraiment, ça nous perd un peu. Mais les gens étaient très gentils sinon. Oui, mais on peut facilement se perdre, quoi. Ouais, complètement. Et toi, au niveau de la récupération? Ça va. ça va maintenant. C'est vrai que ça a été très difficile pendant environ 3 semaines. Parce que du coup, donc, j'ai eu la déchirure, donc j'avais mes points, j'ai eu un œdème du périnée, j'ai eu un hématome au périnée et j'ai eu des éraillures. Ce qui fait que c'était très compliqué de s'asseoir, d'aller aux toilettes, tout ça. J'avais de grosses douleurs. Et du coup, maintenant, ils donnent beaucoup d'homéopathie. Donc, du coup, j'avais que de l'homéopathie ou du Doliprane et de l'ibuprofène. Et du Spasfon. Mais du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer d'avoir Zoé, de devoir m'occuper de Zoé en même temps de devoir... Enfin voilà, j'avais mal quand je me levais, j'avais mal quand je m'asseyais, j'avais mal... donc c'était très compliqué. Et puis en plus, avec les pertes qu'on a après l'accouchement, donc du coup, ça fait que c'était tout en même temps. Mais du coup, ça y est, je n'ai plus mal, donc c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, ça a duré 3 grosses semaines où c'était vraiment compliqué et ça peut être un peu frustrant. Et ça, c'est encore une chose où c'est là où je trouve que c'est important d'avoir ce type de podcast, quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas du tout au courant qu'on peut avoir autant de choses. Les déchirures, les épisiotomies, tout le monde est assez au courant. Les œdèmes, les hématomes, les éraillures, c'était pas quelque chose que je savais que je pouvais avoir et que je savais quelle douleur ça allait me faire, quoi. Donc, c'est pas insurmontable, faut pas que ça fasse peur aux femmes d'accoucher ou quoi que ce soit, mais il faut être prêt à se dire pendant 3 semaines, on peut avoir mal, quoi, et pas juste quand on a une césarienne. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on veut faire ce podcast. C'est et pour que des gens déposent leur histoire, parce que c'est important, et que pour d'autres peuvent avoir plus d'infos et, comme tu as dit, des trucs qui ne se disent pas, qui sont un peu... C'est pas que c'est tabou, mais c'est qu'on n'en parle pas et du coup, on ne sait pas que ça peut aussi se passer comme ça. Complètement. Il y a une espèce de pudeur ou je sais pas, de tout le monde l'a fait sans savoir, alors pourquoi la prochaine elle saurait un peu. C'est un peu ce truc des fois, je trouve, qui est un peu dommage.
Je pense on ne veut pas non plus faire peur aux personnes enceintes, Aussi. ce que je comprends, mais il y a un juste milieu, je trouve. Ouais, Bah, c'est ça. Et en plus, vas-y, pardon. bah, si on écoute un podcast, c'est un choix. Du coup, Oui. on peut choisir ou pas. C'est pas pour tout le monde. Et des gens peuvent choisir de venir écouter, de venir s'informer ou pas. Ouais, complètement. Et en même temps, tu vois, quand j'ai annoncé ma grossesse, il y avait beaucoup de gens qui me disaient: «Ah ouais, alors moi, mon accouchement, il s'est passé horriblement». On me racontait pas le détail, mais on me disait: «Alors moi, il a duré autant de temps, j'ai eu trop mal», et on me disait rien d'autre que ça, mais et j'étais là genre: «Bah, c'est très bizarre de me dire ça, enfin, je suis enceinte, je peux je vais y passer, donc c'est Oui. quoi le but? C'est me faire peur? C'est de vouloir comparer que toi, tu as eu la pire, qu'il faut avoir pire pour qu'on soit justifié d'avoir accouché?» Enfin, du coup, c'était un peu bizarre, comme réaction des fois de me dire ça comme ça. Ouais. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup de recul, mais avec le recul, est-ce que ta vision de cet accouchement, de ta grossesse, même de la période postpartum, est-ce qu'il a changé? Oui, quand même, parce qu'en fait, enfin, du coup, avec, mon burn-out et du coup, mon histoire un peu, de fragilité de ce côté-là, c'est vrai que ça me faisait très peur, le postpartum. Pour l'instant, alors j'en suis qu'à 6 semaines, hein, mais pour l'instant, moralement, il se passe très bien. Et c'est ce qui me faisait le plus peur, en fait, et c'est ce qui faisait peur aussi à mon équipe médicale. Mais du coup, c'est vrai que j'en avais tellement peur que du coup, ça se passe très bien. Du coup, ça, c'est cool. Mais avec le recul, du coup, j'aurais fait une préparation différente. Comme je disais, j'aurais fait l'hypnonaissance. Et c'est vrai qu'au moment d'accoucher, j'avais tellement mal, j'en pouvais tellement plus que j'étais là. Je répétais: «Mais quelle idée, mais quelle idée, mais quelle idée». Maintenant, je suis très contente d'avoir eu cette idée, mais non, c'est vrai que sur le moment, je me disais: «La prochaine, le prochain accouchement, je le veux sous césarienne programmée, je veux pas avoir mal, je veux pas machin». Alors ça, c'était pendant que j'accouchais. 6 semaines après, je me dis que, en espérant que ce soit moins long, je pourrais le refaire. Oui. Mais j'espère juste que ça ne durerait pas 48 heures. Mais voilà, on aimerait un second enfant dans le futur, on n'en veut que 2. Donc voilà, je serais prête à le refaire, pas tout de suite, c'est sûr. Mais en tout cas, je me dis que voilà. Par contre, moi, j'ai une extrême nostalgie de ma grossesse. Ça me manque énormément, mon ventre me manque énormément, de la sentir à l'intérieur me manque énormément. Et j'ai un peu de ce truc de... Je trouve que c'est un peu compliqué de se dire que le bébé qu'on a dans son monde, c'est le bébé qu'on a dans les bras. Il y a un peu un truc qui fait que c'est tellement incroyable que le cerveau, il a un peu de mal à se dire c'est la même chose. Parce que ça reste, même si on la sent et qu'elle est en nous, ça reste flou pendant 9 mois et d'un coup, c'est là et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup j'ai plus de ventre, d'un coup j'ai plus ces sensations-là? Donc c'est un peu dur, mais c'est vrai que ouais, mon ventre me manque beaucoup et ce sentiment de pouvoir la protéger plus facilement, c'est compliqué de l'avoir à l'extérieur, d'avoir peur de tout, d'avoir peur qu'elle s'arrête de respirer, d'avoir peur qu'elle tombe malade, d'avoir peur de lui faire mal. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est compliqué. Mais c'est beau, voilà. Je pleure en la regardant. Je la regarde et je me dis: «Oh, je pleure». Les hormones, c'est génial. Ah, oui, le baby blues ou le postpartum, ça peut taper fort. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudras ajouter? J'avais noté dans les choses dont j'aurais eu besoin, que j'ai pas eu, dans mon projet, je voulais avoir une baignoire, et en fait, malheureusement, à la maternité où j'étais, il y avait seulement la baignoire dans la salle physiologique, mais dans les chambres, il y en a pas, alors que la salle de bain était immense et qu'ils pourraient très facilement mettre des baignoires, gonflables. Et c'est vrai que moi, comme l'eau chaude, c'était le seul truc qui me soulageait, j'aurais aimé pouvoir avoir, cette baignoire même en étant en chambre, parce que là, j'étais juste assise sur des trucs, des mobilités réduites, c'était pas très pratique. Donc ça aurait été bien. Davantage d'explications aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le médecin, il parlait à l'équipe et pas à moi quand il a dit que c'était la dernière ventouse. Du coup, voilà. Et il y a un truc aussi qui a arrêté d'être fait et que je comprends d'un côté et que d'un côté, je ne comprends pas trop. C'est les pouponnières, elles n'existent plus vraiment. Elles existent pour aller faire le bain, la visite chez le pédiatre, mais c'est tout. Et c'est vrai que j'avais absolument aucune envie de quitter mon bébé une seule seconde. Et en même temps, j'ai eu 48 heures de travail
plus les 12 heures avant où j'étais réveillée, parce que j'avais pas dormi. Donc, sur 60 heures, j'ai dormi à peine 6 heures. Oui. Et je trouvais ça plus dangereux d'avoir mon bébé que de pas l'avoir, parce que je m'endormais avec elle dans les bras et j'avais peur de la faire tomber. Et du coup, et Romain était dans le même état. Et du coup, je comprends d'un côté qu'ils aient arrêté de faire les pouponnières, déjà parce qu'il manque de personnel, parce qu'ils veulent laisser le lien enfant-parent. Mais d'un côté, la première nuit après l'accouchement, ce serait peut-être bien de laisser récupérer une nuit complète aux parents pour qu'ils soient en capacité de s'occuper de leur bébé de façon non dangereuse, quoi. Ça me faisait super peur, du coup, de la faire tomber parce que j'étais crevée, quoi. Oui. Donc, c'est le seul truc un peu dommage, je trouve. Je te comprends. Oui, une proposition, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, on a demandé et ils ont dit non, on le fait plus du tout, surtout parce qu'ils font la réglementation, ils essayent d'avoir l'agrément Le label IAB, ami des bébés. c'est ça. Et du coup, je suis là, d'un côté, je comprends, et d'un côté, j'ai pas du tout envie de vous la laisser. Si je pouvais la garder tout le temps, je le ferais. Mais d'un autre côté, là, je vais la faire tomber, quoi. C'est du haut du lit d'hôpital. Donc, en fait, c'est un peu dommage, c'est un peu difficile, quoi. Voilà. Mais du coup, en fait, et j'aurais culpabilisé de la laisser, mais en même temps, ça aurait été mieux pour elle et pour nous, quoi. Oui. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que c'est un truc dont pas tout le monde parle, je pense, mais la première grossesse, même si elle est très désirée et même si j'ai attendu pendant 18 mois, ça engendre quand même le deuil de notre vie d'avant, et c'est OK, et il faut en parler parce qu'il y a peu de gens qui en parlent, je trouve. Et même si on est très heureux d'avoir Zoé, c'est vrai que pendant toute la grossesse, on se dit « Ah, c'est nos derniers moments à deux, c'est nos derniers moments à deux, c'est nos derniers moments où on peut partir comme ça, où on n'a pas pensé à quoi que ce soit, où on n'a pas pensé à qui que ce soit. » Et ça peut être dur, et c'est OK. Et si ça fait peur, il ne faut pas hésiter à en parler, se faire suivre, avoir un psy, tout ça. Et c'est OK de se poser des questions sur si on a fait le bon choix, même si c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. La réponse est évidemment oui, on ne regrette pas du tout de l'avoir, mais c'est vrai que c'est normal de se poser toutes ces questions, quoi. Ça ne change pas le fait que ce soit difficile. Exactement. Voilà. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je crois que c'était tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne pense pas. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce partage très fort qui nous a émus. Merci d'avoir été là. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Et je voulais juste ajouter, si quelqu'un qui nous écoute a envie de partager aussi leur histoire, elles peuvent nous écrire à histoire de naissance 2025 en chiffres @gmail.com. Et je souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Bonne journée. Merci Chloé, merci Lindsay. Merci. Au revoir. Ciao. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.